Salam alaikum, bonjour. Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter et puis nous dire où on est là? Très bien, c'est Mobrouk Ahmed Rami, le fondateur de la startup Recycli. Là, actuellement, on est au coworking space Créa Arena qui est à Blida. Marhaba bikoum. Très bien. Alors, dans le Recycli, est-ce que tu peux nous expliquer en substance de quoi il est question? Très bien, Recycli, c'est la plateforme qui permet aux simples citoyens de s'inscrire, de recevoir une formation accélérée sur le tri de ses déchets et d'avoir accès à une map de points de collecte. Très bien. Une fois cet accès-là défini, il chauffe le point de collecte le plus proche de chez lui. Il peut aller dès lors déposer ses recyclables et gagner des produits et des services ultérieurement par rapport à ça. D'accord, donc c'est une façon en fait de motiver le consommateur, en tout cas qui n'a pas forcément ne produit pas une quantité de déchets suffisante pour que ça soit rentable, en tout cas pour qu'il puisse en faire je ne veux pas dire un business, mais en dégager un profit. Et donc vous lui trouvez justement une espèce d'incentive pour qu'il trouve l'intérêt à le déposer dans certains points de collecte. Exactement, pour l'instant, on trouve surtout des gens qui ont l'habitude de faire leur tri, mais qui ne trouvent pas où déposer le recyclable. Donc, Très bien. notre première mission est de rendre l'industrie du recyclable accessible à ces gens-là. D'accord. Et d'être un peu de faire le catalyseur entre le producteur de déchets, entre guillemets, qui est le consommateur, mais aussi l'industrie du recyclage. D'accord. Et entre ces deux, donc tu m'avais expliqué qu'il y avait toute une chaîne, c'est-à-dire va y avoir dans votre écosystème, il y a donc celui qui produit le déchet, le consommateur. Après, il y a le collecteur, le point de collecte. Le point de collecte. Et après, on a des collecteurs qui sont des transporteurs conventionnés avec nous, qui ont une map de navigation qui optimise leur transport. D'accord. Et on a finalement le dernier maillon de la chaîne qui est l'industrie du recyclage, qui sont des transformateurs de déchets. D'accord. Et à travers tout ça aussi, il y a tout un feedback, un système de feedback qui vous permet à vous de contrôler quand même, parce que je pense qu'il y a des critères pour avoir ces points, Oui, donc, qui sont lesquels? Tu peux nous... Bien sûr, tout d'abord, nous, on incite les consommateurs à ce que leurs déchets soient propres, le recyclable, pardon, soit propre, sec et compacté. Sur les points de collecte, si demain, toi, tu crées un compte sur recycli.com en tant que consommateur, tu scannes ta map et tu vas déposer tes recyclables. Ce qu'il va mettre, c'est qu'il va mettre combien de kilos. Après, il a un système avec 3 étoiles, donc si c'est propre, sec et compacté, il te met 3 étoiles. Si on a une qui manque, il te met 2. Si les 3 qui manquent, il te met aucune étoile. D'accord. Et donc, il te tourne son téléphone, ça sera à toi de mettre ton numéro, tu mets juste OK et ça te fait un petit flexi digital sur ton compte Recycli. Très bien. Derrière ça, une fois qu'avec le point de collecte, parce que le point de collecte ça peut varier du tout, ça peut être le petit business d'Al-Houma, le parking, le jeune qui ne trouve pas d'emploi, ça peut être aussi la grosse entreprise qui veut faire de l'RSE. Très bien. Et donc derrière ça, eux, dès qu'ils ont atteint leur capacité, c'est bon, ils peuvent mettre full sur l'application. Dans les 24 heures, il y aura un transporteur qui viendra récupérer les recyclables. Et derrière, on a un algorithme qui compile. Donc en fait, si on dit que tel point de collecte, il a reçu les consommateurs 100 kg et que derrière il donne aussi 100 kg au transporteur, on est la baisse. Ils ont une marge d'erreur quand même de 15% par rapport à la sensibilité de la mizane, mais derrière ça, si on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de ne pas optimiser les collecteurs, il y a des avertissements qui sont liés à ces points de collecte qui sont, je le rappelle, partenaires. Donc vous êtes ce qu'on appelle une start-up, c'est ça? Une start-up, et on est un peu un mix entre start-up et un éco-organisme en fait. D'accord, tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui te fait répondre ainsi? Donc en fait, on est start-up dans le sens où on est en train de tester la solution. Ce n'est pas une solution qui est encore ni rentable ni profitable. D'accord. Mais c'est une solution qui, pour moi, qui avait commencé par l'idée, si j'avais tous les pouvoirs du monde, la première théorie était de recruter 20 millions d'Algériens pour qu'ils nettoient après les 20 autres millions. Ce n'était pas faisable financièrement. Donc derrière ça, le modèle era d'incentiviser les gens, d'offrir réellement un peu de valeur en retour pour éventuellement avoir les 20 millions d'Algériens sur la plateforme, on y travaille. Pour nous, ça, c'est ce qui fait de nous une start-up. C'est qu'on est en train de chercher le modèle qui va pouvoir se scalabiliser et se répliquer facilement. D'accord.
On est éco-organisme dans le sens où un peu on se met au milieu de la chaîne de consommation et de recyclage. Et donc en fait ça commence par le consommateur, ça finit encore par le consommateur. Derrière ça, il y a des métiers qu'on revalorise, comme le métier de collecteur, le métier de transporteur, l'industrie du recyclage, mais aussi des entreprises avec un engagement RSE. Très bien. Donc, on va revenir à la qualité des déchets parce que ça va être pour nous en fait un bon élément de transition justement pour parler du tri en Algérie, du tri sélectif, de la question du déchet en fait, de la situation en fait de ce secteur. Alors pourquoi il est aussi important en fait d'avoir cette qualité de déchets? Donc déchets, tu nous as dit secs, propres et compactés. D'accord. Donc, premièrement, parlons du compactage. Le compactage de déchets permet bien sûr de prendre moins d'espace sur le point de collecte. Ça permet d'optimiser les ressources sur toute la chaîne, sur le transport, sur le recyclage. Pour propre et sec, en fait, il faut savoir que le recyclage est une activité qui utilise quand même beaucoup d'eau et de nettoyants. C'est parce que généralement les déchets qu'ils reçoivent viennent du CET, ce sont des déchets qui ne sont pas triés, donc pas secs, pas propres et pas compactés. Ce sont des déchets avec une empreinte eau. L'activité de recyclage a une empreinte eau assez importante. Assez importante. Et nous, on vise réellement à optimiser ça avec un petit geste du citoyen où il fait juste, en parlant des bouteilles, il fait juste à ce que sa bouteille aille faire. Il peut la compacter, aller voir le bouchon et pour lui, ça fait un petit geste, un petit éco-geste qu'il peut faire devant ses enfants. Ça sera sur la génération de demain qu'il faudra miser. Et derrière ça, il optimise sur le transport, sur le point de collecte, il optimise surtout sur l'empreinte eau. On optimise aussi, si je ne me trompe pas, aussi sur la qualité du déchet, notamment pour être recyclé ou être transformé aussi en matière secondaire. Alors tu peux nous expliquer en fait à quel point aujourd'hui le fait de ne pas trier et le fait de mélanger des déchets secs et humides, ça ralentit et ça complique beaucoup les choses. Exactement, donc premièrement ça complique les choses en termes de recyclage classique, où la matière secondaire elle est de moindre qualité si ces déchets ne sont pas propres et ne sont pas secs. Donc même après nettoyage, il y a toujours du résidu, mais parfois ça peut mettre même en péril tout un batch de plastique ou de papier recyclé. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, avec les nouvelles technologies, le bottle to bottle, c'est une nouvelle technologie. La réglementation ne le permet pas encore ici en Algérie, mais on aimerait bien voir ça un jour. C'est-à-dire bottle to bottle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on recycle une bouteille, le même plastique il est de telle qualité et la technologie utilisée est de telle qualité qu'on peut reproduire une autre bouteille destinée à l'agroalimentaire. D'accord. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui en Algérie. D'accord. Qu'est-ce qui se passe en Algérie alors? En Algérie, c'est soit ça part vers, parlons du PEHD qui est le plastique de haute densité, qu'on voit sur les bouchons, il est utilisé dans des bouteilles de Javel, dans des bouteilles de lubrifiants pour voitures, etc. Et il y a d'autres utilisations. Donc c'est tout un secteur, toute une part de marché de recyclage en fait, par lequel on passe à côté parce qu'on n'a pas cette rigueur en fait. Exactement, exactement. Et il y a aussi le côté réglementaire, mais je me dis que si l'industrie devait apporter assez de matières premières et secondaires de haute qualité, je pense que la réglementation changerait par rapport à un intérêt stratégique et économique. Aujourd'hui, l'état des lieux en fait, que tu pourrais nous faire assez sommairement, il est lequel alors? Comment ce marché? Est-ce que c'est un marché aujourd'hui? Déjà, première question, est-ce que c'est un marché où un petit jeune comme ça peut démarrer avec peu de moyens, comme on est en train de nous le vanter ou de nous vendre? Est-ce que… Honnêtement, si avec beaucoup de combativité et peu de moyens, un jeune peut bien s'y investir. D'accord. Actuellement, on peut même, nous on propose ça, il y a des gens qui sont en train de nous contacter où on leur envoie des plans, on peut même se faire un petit broyeur à 150 000 dinars. D'accord. Il y a des technologies qui sont en open source qu'on peut utiliser ici pour réellement démarrer à petite échelle et privilégier les circuits courts. C'est possible. C'est possible, mais pour vous dire que c'est la ruée vers l'or qu'on médiatise actuellement, nous on ne voit pas encore ça. Il faut savoir que au dernier chiffre, l'Algérie ne recycle que 10 à 15% de ses recyclables.
il y a un gros vide entre le consommateur et le recycleur. Aussi à côté de ça, on a une vraie urgence au niveau des CET. Comme vous savez, des centres d'enfouissement technique. Des centres d'enfouissement technique qui sont conçus pour une certaine durée de vie. La durée de vie, elle est compromise par le volume qu'ils reçoivent. Et aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de tri à la source, les CET ils sont en train de recevoir beaucoup de déchets. D'accord, donc leur durée de vie est largement limitée en fait. Limitée, amoindrie, et l'Algérie actuellement connaît, d'après ma connaissance, et je ne suis pas expert en la matière, mais j'ai entendu parler qu'il y avait une réelle urgence au niveau des CET. D'accord. Est-ce que tu penses que le recyclage à long terme, c'est l'avenir? Est-ce qu'il y a un moment, recycler, c'est quelque part un peu se mordre la queue, non? On espère, la technologie n'y est pas encore. En fait, il y a de nouvelles technologies qui sont prometteuses, comme je vous ai expliqué, le bottle to bottle qui est juste magique. Qui permet vraiment de recycler de manière indéfinie ou plus long? Plus ou moins indéfinie, de rallonger un peu la période de consommation. Ouais, voilà. Mais ce n'est pas la solution magique qu'on croit ou qu'on laisse croire sur certains médias. D'accord. En fait, c'est plus une solution de prévention, surtout face à l'urgence climatique qu'on voit un peu se développer un peu partout dans le monde. C'est aussi une réponse directe à une surconsommation qui ne montre aucun signe de freinage. Est-ce qu'on pourrait imaginer justement que un recyclé évolue après dans une beddel, une réparée, genre tu vois, fasse la promotion de l'échange des objets, de la réparation, en fait au niveau aussi de limiter les déchets, puisqu'on dit bien que le meilleur des déchets, c'est celui qui n'est pas produit. On ne produit pas. Est-ce que vous pensez Donc nous, en fait, même sur nos réseaux sociaux actuellement, on partage tout le temps du contenu éducatif. On privilégie toujours le fait de refuser le plastique ou le déchet si on peut, de le réutiliser si on peut, de réduire surtout, et si ces trois ne sont pas possibles, de le recycler quand même. D'accord, ça doit être le recyclage, ça doit être quelque part le dernier recours. Le dernier recours. C'est réellement le dernier recours. Et derrière ça, on fait la promotion de quelques alternatives au recyclage sur nos réseaux sociaux en toute transparence, qui sont la réutilisation, le upcycling, le downcycling, etc. Et vous pensez peut-être à long terme cette plateforme aussi permettre aux gens, tu vois, de créer cette synergie que vous êtes en train de créer entre les gens justement ceux qui produisent le déchet plastique et puis ceux qui le retraitent. Vous avez pensé à faire évoluer la chose là, ou là pour l'instant vous êtes centré, focalisé déjà sur un défi qui a l'air assez… Exactement. Pour nous, pour l'instant, c'est réellement focus, d'où le nom le cycli. On a réellement, notre but, ça serait que l'Algérien, ou même au-delà de l'Algérien, que l'être humain puisse se dire le cycli avec fierté. D'accord. Et donc en fait, là est notre focus pour l'instant, mais étant une jeune start-up avec une jeune équipe, on est très dynamique. Ça change d'heure en heure, c'est même pas de mois en mois ou de semaine en semaine. Notre plateforme est en constant changement. On est ouvert à bien sûr ouvrir des onglets par rapport à ça. Là actuellement, on est en train de penser à soutenir une jeune start-up qui vient de commencer, qui privilégie l'échange de vêtements utilisés. Il y a quelques solutions. Il y a une autre start-up avec laquelle on travaille qui fabrique des sacs à partir de panneaux publicitaires non recyclables récupérés. Et donc on est ouvert un peu à être le catalyseur de cet écosystème. Moi justement, je pense, si tu veux mon humble avis, et c'est là où je vous rejoins, et je pense que votre démarche est très pertinente, parce que quand je te posais la question tout à l'heure, te dire est-ce qu'un petit jeune aujourd'hui avec peu de moyens, il peut vraiment gagner correctement son argent en étant plutôt dans le process à l'intérieur, voilà. Je pense que aujourd'hui c'est au niveau des services, et d'ailleurs en Algérie aujourd'hui la problématique des déchets, vous êtes au cœur de cette problématique, c'est d'abord la problématique du tri et du recyclage. Et en fait, vous êtes en train de proposer des solutions de services pour justement faire rentrer cette culture en fait dans la société algérienne, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord que ce soit d'ailleurs la question du tout jetable, que ce soit la question du non-tri, eh bien, on revient toujours à je ne vais pas dire de l'ingénierie sociale, mais en tout cas à un problème culturel. C'est une réforme culturelle, c'est une certaine réforme culturelle qu'on essaye d'instaurer ici. Nous, notre approche, elle est plus une approche d'action individuelle. Privilégier ça par rapport à d'autres startups, d'autres activistes dans le domaine qui nous parlent toujours de l'action
collective, etc. Nous, on ne voit pas encore d'action collective jaillir, même si on voit certaines niches s'activer sur certaines wilayas. Ce sont des initiatives qu'on salue, mais réellement, notre objectif est d'en finir avec le plastique en Algérie d'ici la fin 2022. C'est un objectif assez ambitieux, Exactement. mais quand tu dis d'en finir, ça veut dire qu'il n'y ait plus de plastique ou que ça ne soit plus autant, que le plastique n'envahisse pas autant nos paysages en fait. C'est que le plastique n'envahisse plus autant nos paysages. D'accord. Et tu penses que c'est jouable? Oui. C'est pour ça qu'on joue et comme je t'ai expliqué, la startup n'est ni rentable ni profitable pour l'instant, mais ce jeu-là, on vaut la chandelle, clairement. D'accord. Mais tu penses que ça va être rentable justement à long terme, je suppose. Si tu t'es lancé dans cette aventure, je pense que tu penses qu'il y a... Ça pourrait être rentable, même si étant d'une école assez spéciale dans l'entrepreneuriat et dans les startups, étant de l'école de l'entrepreneuriat social, même une fois le seuil de rentabilité, le seuil de profitabilité achevé, tout profit sera bien sûr notre politique de le réinjecter dans la solution pour faire plus d'impact. Puis je pense qu'il y a cette démarche, en tout cas surtout à ton âge, c'est peut-être aussi de penser que c'est pas la destination le plus important, mais c'est le voyage. Je pense que cette aventure Ndrocycli, je te suis moi déjà depuis un moment. Je pense que ton salaire aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce qu'il y a autour, la synergie qu'il y a autour de ta start-up, de ton équipe, les gens que tu rencontres. Exactement. C'est plus le voyage et je peux te dire que en fait, c'est un voyage très enrichissant. Même si au jour d'aujourd'hui, si j'avais fait un autre choix que le choix d'entreprendre et d'entreprendre dans le déchet et d'entreprendre dans le déchet en Algérie, et d'entreprendre dans le déchet en Algérie en tant que start-up et d'entreprendre dans le déchet en Algérie en tant que start-up sociale. Ce qui est réellement... tu t'es mis un petit peu toutes les difficultés. Exactement. Je peux te dire que ce voyage-là, comme tu l'as décrit, c'est un voyage très enrichissant et dans le code de Mahanni, comme on dit. D'accord. Tu penses que la culture du tri en Algérie, est-ce que déjà aujourd'hui tu as déjà constaté qu'il y a une amélioration ou on en est encore loin? Réellement, là, au début, quand on dans le cycle, on était à la thèse de départ sur la réforme culturelle, c'était que l'Algérien ne sait pas trier. D'accord. Mais quand on a eu avec la petite idée, on l'a toujours trié. Et nous, réellement, en fait, l'objectif, ça serait juste d'appliquer avec le processus existant. On le trie d'objets, ce serait juste d'appliquer ça à d'autres types de déchets. D'accord. Oui, parce qu'il y a une certaine rentabilité aussi dedans. C'est vrai que moi j'ai vu à Oran, j'avais fait un reportage là-dessus il y a de ça presque 10 ans. Il y avait un monsieur justement qui avait fabriqué ses propres broyeurs à l'époque et qui récupérait donc pour 100 dinars le sac de farine rempli de pain. Et lui, il en faisait un produit de bétail, en fait, de nourriture. Complémentaire alimentaire. Voilà, complémentaire alimentaire. Même si, bon, pour le pain, la difficulté, en fait, c'est que, c'est pas dit que vu la qualité du pain en lui-même, comment il est fait, il n'est pas dit que ce soit bon, peut-être pour la volaille et encore et tout, mais en tout cas, moi j'ai vu des jeunes qui venaient ramener 10 sacs, ça leur faisait leurs 1000 dinars. Journéa, comme on dit. On a un premier transporteur, ça c'est le premier collecteur, on est en train de tester le bêta avec lui, qui arrive quand même à se faire ses 3000 dinars par journée. C'est une journée où il travaille beaucoup. Où il travaille beaucoup, d'accord. Il a sa propre fourgonnette avec un investissement, mais il se fait ses 3000-4000 dinars. Ce qui est déjà pas mal. Bon, après il a des frais et tout. Mais pour en revenir à l'histoire du pain, il faut comprendre aussi, et c'est là où l'aspect culturel est important. Parce que tu sais très bien que par contre, le pain, Nerma, c'est quelque chose qu'on jette pas n'importe où. Il y a tout un logos il y a toute une logique autour de ça. J'ai vu, par exemple, ce qui s'est fait autour justement de l'association des Enfants Lune. Tu as vu que là, cette association qui a réussi justement à allier justement recyclage, en tout cas collecte et solidarité vis-à-vis des Enfants Lune. Voilà. Donc, est-ce que tu ne penses pas que la clé justement aussi, c'est d'algérianiser un petit peu, en tout cas de trouver en fait des ponts entre cette opération de recyclage et certaines valeurs
Oui, par ailleurs, on a donc actuellement, je pense qu'on est à, je ne vais pas communiquer de chiffres, mais les utilisateurs qu'on a d'Oka, vu qu'on n'a pas encore de marketplace, c'est des gens qui le font réellement parce qu'ils veulent avoir un impact, parce qu'ils veulent le khayr qu'il y a derrière, l'écosystème, etc. Bien sûr, ouais. Et en fait, c'est une véritable respiration pour l'environnement. Exactement, exactement. Et donc, oui, c'est réellement des gens qui ont une motivation morale derrière ça. Mais nous, en fait, pour réellement dire qu'on va en finir avec les scènes où on voit du déchet un peu partout derrière, on est parti réellement quand on parle en termes de start-up, il y a le early adapter, les gens qui sont déjà en train d'attendre le service TAC. Des gens qui sont prêts à faire toute concession pour avoir accès à ce service, mais il y a le late adapter, avec généralement de la réglementation, une évolution de réglementation, peut-être une taxation, etc. Pour nous, on se dit que le but c'est réellement faire les choses par étapes. De toute façon, tu sais, je pense que par exemple, moi il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi je trie mes déchets alors qu'ils ne sont pas recyclés. Mais ce que je me dis, c'est que je prends de l'avance. Sur le moment, et moi je pense que c'est aussi votre démarche, c'est qu'en fait, bon, aujourd'hui il n'y a pas encore les conditions, en fait, les conditions même, on va dire, institutionnelles, en tout cas. Elles ne sont pas encore effectives pour y arriver, mais en prenant de l'avance et en préparant les gens, moi je pense qu'aujourd'hui cette discipline du tri, on doit la faire même si au final il n'y aura pas le résultat, mais au moins je sais que le jour où on va m'imposer cela, je me serai déjà entraîné, je serai déjà prêt. Je ne sais pas si… Exactement, il y a déjà cet aspect-là, l'aspect d'avoir déjà cette habitude, parce que c'est une habitude de trier ses déchets, c'est une habitude, c'est une discipline, comme tu l'as dit. Mais c'est l'autre côté, c'est que même si ça part pas au recyclage, que vous triez, de un, vous simplifiez la vie aux collecteurs informels. C'est ce que je me suis dit. Exactement. Et de trois, même s'il n'y a pas de collecteur informel, ça va quand même faire moins de masse au niveau du CET. Ça va permettre de récupérer plus, parce que le CET, il y a quand même un mini processus de récupération dessus. Et ça va permettre de peut-être franchir la barre des 10% qu'on est en train de récupérer. Dernière question, justement, quand tu parles de responsabilité individuelle, là je te rejoins, effectivement c'est un pas, c'est une part non négligeable du problème et donc de la solution. Mais comment on pourrait imaginer justement imposer un peu plus à ces industriels, parce que je vois que en fait vous avez aussi une démarche incentive à leur égard, vous essayez de les amener pas par la contrainte mais plutôt par la mise en valeur. Est-ce que tu ne penses pas que quand même à long terme aussi il va falloir que la responsabilité privée, alors je vais dire, de certaines entreprises et tout, elle soit beaucoup plus en Algérie mise en exergue. Ça veut dire que ces gens qui gagnent beaucoup d'argent en vendant des eaux minérales en plastique, avec des bouteilles plastiques, de trucs et tout, il faudrait peut-être qu'aujourd'hui ils soient un peu plus… Bon, je sais qu'il existe des taxes par rapport à ça, mais qui sont pas appliquées. La solution pour nous, c'est réellement de les impliquer. Les impliquer. Vu qu'ils font partie, je ne vais pas dire que c'est eux le problème, mais ils en font sûrement partie. On voudrait bien les impliquer à la solution. Je pense que là-dessus, c'est une démarche qui peut marcher. Bon, forcément, il va falloir aussi être un peu coercitif. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on revient à l'algérianité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en fait qui font des choses, c'est ce qu'a appelé Bourdieu le commerce d'honneur. Oui. Je pense que en fait, les Algériens aiment bien être mis en valeur et que quand vous travaillez justement à montrer culturellement que le déchet c'est quelque chose à la mode, en fait, c'est plus quelque chose forcément. Quand je dis à la mode, en tout cas, il y a même des gens qui sont devenus des véritables stars en ramassant des déchets, qui ont fait leur réputation même en tant qu'écologistes autour du déchet. Peut-être que de plus en plus d'entreprises, et c'est ce qui est apparemment le cas ailleurs, le font aussi pour leur image de marque en fait. Pas seulement par souci d'environnement, d'écologie, mais vraiment par choix de marketing en fait. Bien sûr, en même temps, il y a beaucoup d'entreprises qui délèguent leur RSE à des boîtes de communication. Du coup, ça répond directement à la question, ce qui n'est pas mal en fait. Tant qu'il y a la présence d'esprit de l'RSE,
ça, on est déjà là, parce qu'il n'y a pas encore de contraintes réglementaires à avoir une RSE. D'accord. Mais on voit beaucoup de plus d'entreprises entreprendre ça, ce qui est à saluer. Comme vous avez dit, c'est peut-être le côté algérien, où s'ils réussissent, ils veulent quand même يديروا الخير ويبانوا بلا ما يديروا الخير quand même. Il y a un réel levier derrière, un levier social, où les Algériens نحبوا اللي يدير الخير. Du coup, au final, c'est du gagnant-gagnant. Et nous, justement, on leur offre directement un lien avec le consommateur. Donc, on crée donc le lien, on catalyse un peu la chose, on fait en sorte que avec l'investissement RSE de l'entreprise, il va réellement aux gens qui sont en train de faire un impact sur ce domaine-là. Et donc, en fait, c'est là qu'on se positionne en tant qu'éco-organisme. Plus en tant qu'éco-organisme que start-up, dans le sens où on se fait de l'argent, on va les voir. Oui, de toute façon, il est clair que moi je pense qu'aujourd'hui, un jeune créatif, intelligent, qui a une bonne vision, il va avoir beaucoup plus peut-être d'options en travaillant sur cette relation de service entre les entreprises et les grandes institutions et en fait proposer une créativité qui n'est pas forcément la leur. Ces gens-là, ils ont été quand même conditionnés par une certaine culture, par une certaine façon de penser, assez linéaire et tout. Moi, je pense que oui, effectivement, des startups ou des entreprises sociales comme la vôtre peuvent apporter justement cette nouvelle vision circulaire et tout. Bah, écoute, je te félicite pour ton travail. On a hâte de voir Recycli vraiment encore plus opérationnel, mais déjà c'est en bonne voie, il y a des choses qui se font. Et puis voilà, longue vie à vous, bonne chance, et puis à très bientôt. Voilà. Merci Karim.